Regard croisé sur l'actualité. Ousmane Kanté. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Regard croisé sur l'actualité. La rétrospective de l'actualité de la semaine analysée, commentée et décortiquée par deux invités. Et cette semaine, nous recevons Maître Dagbo Pierre, professeur de droit et de sciences politiques à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Il est aussi écrivain. À ses côtés, Maître Abdoulaye Ben Meïté, avocat et député RHDP de Kani, nouveau président de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Messieurs, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, cette semaine, l'actualité a été notamment marquée par le verdict du procès de Guillaume Soro et de 19 de ses proches. L'ex-président de l'Assemblée nationale écope de la prison à vie et la dissolution de son groupement politique GPS. Pour les co-accusés dont Kamaraté Souleymane Dissoul Toussoul, Afoussiata Bambalamine ou encore Alain Lobognon, les peines varient de 20 ans à 17 mois de prison. Guillaume Soro et ses camarades étaient poursuivis notamment pour plusieurs chefs d'accusation, dont complot contre la sûreté de l'État. Le jugement du tribunal correctionnel de première instance d'Abidjan a été diversement apprécié. Satisfaction du côté des avocats de l'État de Côte d'Ivoire, alors qu'il est dénoncé par ceux de la défense. Retour sur ce compte-rendu d'audience signé Francis Cassi. 12h53, 13h03, c'est le temps qu'a duré cette décision judiciaire condamnant Guillaume Soro à la prison à vie. Justice a été rendue, selon Maître Abdoulaye Meïté, avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Pour nous, il s'agit d'une très bonne décision. Cette décision est conforme à la profusion de preuves discutées à l'audience. Des aveux ont été faits et je pense aussi que le tribunal a tenu compte de l'amende honorable par certains accusés. C'est le cas naturellement de M. Alain Lobognon qui a sollicité la clémence du tribunal. Pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est une satisfaction. C'est un procès qui s'est tenu. Tout le monde a eu droit à la parole. Les preuves discutées, les avocats de la défense ont plaidé, c'est la justice qui a triomphé. Pour l'un des avocats de la défense, cette décision pue la manipulation politique. Maître Goïbi Irie Raoul. Ma réaction est une réaction de déception. C'est un procès manifestement politique. Nous sommes tombés en plein pied dans la justice inféodée à l'exécutif. La sanction du président Soro Guillaume, c'est la perpétuité. Soul Toussoul, condamné à 20 ans. Bafousatou Bamba, parce qu'elle a fait des déclarations, elle est jugée par contumace, elle a 20 ans. Mais c'est une grossièreté. C'est la dissolution du GPS qui explique la raison de ce procès. Déjà, cette dissolution était le but visé, mais par quel mécanisme juridique? Selon Maître Goïbi Iri Raoul, les avocats de la défense ont 20 jours pour exercer leur droit de recours et ils le feront à compter des minutes qui suivent cette décision, a-t-il fermement déclaré. Maître Meïté, on vous a entendu dans ce compte-rendu exprimer votre satisfaction du jugement qui a été rendu. Pour vous qui avez assisté aux audiences de bout en bout, quel est l'élément ou la preuve irréfragable qui a convaincu les juges de la culpabilité de Guillaume Soro et de certains de ses proches? Alors je vous remercie pour encore cette opportunité que vous nous donnez de discuter encore une fois de plus, sinon commenter l'actualité en Côte d'Ivoire. Cela, de mon point de vue, est important pour l'opinion et pour nos concitoyens. Je voudrais quand même faire remarquer qu'en cette qualité d'invité, je ne suis pas donc là comme avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Je suis un observateur de la scène politique et vous avez écouté l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire qui s'est exprimé. Alors, de mon point de vue, il s'agit d'un procès. Par déformation professionnelle, je me garde de jeter un regard diminutif de notre système judiciaire. Mais je constate que des faits ont été portés à la connaissance du tribunal criminel. Les faits ont été discutés avec les éléments du pièce et le juge a rendu une décision de condamnation à l'égard de bien des accusés. Mais il faut aller au-delà des peines. Il faut s'interroger sur les faits. Je constate, et c'est dommage, que certains de nos concitoyens ne s'offusquent pas des faits qui ont été portés. Il s'agit de faits graves, d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est la seule infraction qui est prévue par la Constitution. Quand vous prenez le préambule de notre Constitution, l'atteinte à la sûreté de l'État y est invoquée. Comment
on peut applaudir des personnes qui sont accusées de faits aussi graves. On ne s'offusque pas de ces faits et c'est regrettable. Ça pose la question du citoyen nouveau, de l'ivoirien nouveau. Je dis toujours que les petits esprits discutent des personnes. Les esprits moyens discutent des événements. Les grands esprits discutent des idées. Moi, je voudrais qu'on discute des idées. Et parmi ces idées figure la quiétude de nos concitoyens, la paix en Côte d'Ivoire et l'abandon des velléités de prise du pouvoir politique par les armes. C'est de ça qu'il est question. Maître Dagbo Pierre, Guillaume Soro a réagi à cette décision parlant de verdict inique dicté par des considérations politiques, ajoutant que le but est de l'écarter définitivement du jeu politique. Qu'est-ce que vous pensez de sa réaction? Est-ce que ce procès a des relents politiques? Écoutez, ce procès naturellement a des relents politiques. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Ce procès pose, au-delà de la Côte d'Ivoire, le problème de l'État africain dans un contexte moderne. C'est-à-dire que c'est courant et c'est constant en Afrique et tout le temps, c'est des procès d'atteinte contre la sûreté de l'État. C'est de la sauvagerie intellectuelle. L'État africain est un État failli. Les gens ne sont pas capables de construire des États modernes où ils peuvent régler les contradictions par la voie diplomatique, par la voie du débat démocratique. En Afrique, d'une façon générale, et en Côte d'Ivoire de façon particulière, on condamne trop facilement les hommes politiques. Ce n'est pas nouveau. Il y a eu les procès d'Assabou, 1963-64. Il y a eu les procès dans l'affaire du Guébier. Il y a eu les procès dans l'affaire du Saint-Louis. On n'est pas à notre premier procès politique en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, on veut essayer de le justifier pour dire que non, Soro Guillaume, c'était quand même un partenaire de M. Ouattara. Mais pourquoi ils en sont arrivés là? Je pense que dans l'intérêt des Ivoiriens, et dans la volonté de construire une société démocratique dans laquelle tout le monde doit vivre en toute quiétude, comme l'a dit Maître Meïté, il est normal qu'on essaie en Côte d'Ivoire de se rapprocher, de crever l'abcès à travers une conférence nationale pour régler tous ces contentieux vieux de plus de 40 ans, pour que nous puissions mettre en place un nouveau contrat social sur lequel nous pouvons continuer. Dans tous les cas, que Soro Guillaume soit condamné à perpétuité aujourd'hui, on verra dans 5 ans ou dans 3 ans, Soro Guillaume Abidjan ici, dire qu'il s'est réconcilié à M. Ouattara et puis tout le monde fera comme s'il n'y avait rien. On a des exemples que je ne vais pas citer, des gens qui ont été condamnés qui se promènent en ce moment à Abidjan. Voilà. Et pourtant, à l'époque, quand on les condamnait, tout le monde disait qu'ils avaient fait ceci et cela. D'accord? Donc, il faut sortir de ce genre de procès. Moi, personnellement, je pense que la Côte d'Ivoire est un tournant. Il y a une fracture sociale qui ne dit pas son nom. Il aurait été intéressant que le président de la République prenne la question de la réconciliation nationale comme une politique publique pour que nous puissions débattre ensemble de nos contradictions et puis reconstruire un nouveau contrat social. Ce n'est pas avec les procès qu'on fera la démocratie en Côte d'Ivoire, ce n'est pas avec les procès qu'on fera la réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors, Maître Meïté, le prononcé de la dissolution de GPS, Génération Peuple Solidaire, le parti auquel est adossé Guillaume Soro et ses partisans, cette dissolution a été abondamment commentée comme faisant de ce procès un procès politique. Je ne suis même pas d'accord avec mon contradicteur parce qu'il faut dépassionner les débats. Je suis plus à l'aise parce qu'il s'agit d'un confrère, de surcroît professeur de droit, l'un de mes maîtres, là je peux le dire, mais il ne faut pas tout passer à perte et profit. Pour moi, posons les vrais problèmes. Est-ce parce que c'est Guillaume Soro que le procès il est politique? Ou alors quand c'est Laurent Gbagbo, le procès il est politique? Et le jeune homme qui doit passer devant le tribunal de flagrant délit cet après-midi pour avoir soutiré un portefeuille à Djamé. Vous savez, il faut se départir de ce complexe. Oui, c'est un procès politique. Le procès il est politique parce qu'il s'agit effectivement du procès d'un homme politique. Je vois le caractère politique du procès, justement, par rapport à la qualité des personnes qui comparaissent devant le tribunal criminel. Est-ce à dire donc quand un homme politique soutire un portefeuille à Djamé, parce qu'il est politique, doit échapper effectivement à la rigueur de la loi. Nous qui sommes les professionnels du droit, nous devons expliquer la réalité des choses à nos concitoyens. Il y a M. Guillaume Soro, qui est un cadre politique, qui est un homme politique, qui a ses partisans politiques. On n'a jamais empêché M. Guillaume Soro effectivement d'exercer son activité politique en Côte d'Ivoire. Bien au contraire. Ce qu'on lui reproche, ce sont des faits qui sont prévus par les textes comme constitutifs d'infraction. Parce qu'il est trop facile chaque fois
Quand un homme politique comparaît devant les juridictions, son seul moyen de défense, c'est de clamer à tout vent que c'est par rapport à ses activités politiques qu'il comparaît. Ce n'est pas la première fois. Est-ce que la justice doit rentrer dans ce cadre complexe? Je dis non. La justice est une institution et justement, je voudrais rejoindre mon excellent contradicteur pour dire oui, ce sont les hommes politiques qui fragilisent l'institution judiciaire. Quand il s'agit d'eux, ils crient au loup. Quand il s'agit des autres, c'est le droit qui est dit. Mais je pense qu'il faut que la justice elle-même soit respectée par ceux qui en sont les gardiens. L'État. L'État est gardien de la loi. Et lorsqu'une décision de justice est rendue, la décision de justice doit être exécutée. Donc c'est ce que je pense. Maintenant, il y a des mécanismes que la loi prévoit, que le peuple s'est donné des textes souverainement. Et ces textes peuvent être invoqués toutes les fois que ça rentre dans l'intérêt effectivement de l'État. Mais je ne trouve pas normal, de mon point de vue, que des jeunes, parce qu'ils ne sont pas acteurs politiques, parce qu'ils ne sont pas fils de telle personne, parce qu'ils n'occupent pas tel poste politique, qu'on les condamne à 5 ans, 10 ans de prison pour des faits qui sont moins graves que des faits aussi graves d'atteinte à la sûreté de l'État. Dans tous les cas, il s'agit d'un procès. Le juge a rendu une décision, mais qu'on respecte aussi nos juges. Parce que ce n'est pas Dieu qui va quitter au ciel pour venir rendre la justice en Côte d'Ivoire. La justice est rendue au nom du peuple. Les juges, ils sont formés pour ça. Ils peuvent rendre des décisions. On peut ne pas être d'accord avec ces décisions. Mais nous avons une obligation, lui et moi, confrères que nous sommes, en dépit de notre statut de politique. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est notre qualité d'avocat. Nous devons avoir égard pour la décision de justice et égard aux droits des personnes qui en pâtissent, notamment par rapport à leurs droits, notamment les droits des recours. On ne peut pas quand même clouer au pilori la justice à chaque fois lorsqu'il s'agit effectivement d'hommes politiques. Donc la question de la dissolution du GPS faisait partie des réquisitoires du procureur de la République. Le juge a suivi le procureur de la République, vidant son délibéré, et je pense que la décision sera motivée. Pour moi, c'est un procès qui s'est tenu selon les règles de l'art. Il s'est agi d'un procès équitable. La défense s'est exprimée, les avocats de la défense sont exprimés, le procureur s'est exprimé, et vers la fin, le juge a tranché. En tout cas, ils ont décidé de faire appel de cette décision. Mais lorsque Maître Dagbo dit que certaines personnes qui avaient été condamnées par contumace, comme c'est le cas pour Guillaume Soro, sont rentrées à Abidjan et circulent comme si de rien n'était, est-ce que tout ça ne porte pas un coup à la crédibilité de notre justice? Non. Moi, excusez-moi, maître, je voulais rebondir avant qu'il n'intervienne. Oui, ce allez-y. que je vais dire à mon confrère, non, nous ne sommes pas là pour polémiquer ou pour jeter la pierre à la justice ivoirienne. Tout à fait. Je pense que notre pays a une histoire. Et la question de l'attentat contre la sûreté de l'État, elle est récurrente depuis les indépendances. Samba Diarra a écrit ici les faux complots d'Houphouët-Boigny. L'un de nos bâtonniers du barreau a écrit les procès politiques en Côte d'Ivoire, Maître Métan. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Vous comprenez? Il ne faut pas fragiliser l'État avec ce genre de procès. Parce qu'il n'y a que dans les pays africains, ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire, il n'y a que dans les pays africains que chaque fois les hommes politiques ont maille à partir entre eux et ils se servent de la justice pour régler leurs comptes. C'est de cela que je parle. Sinon, je ne commande pas la décision de justice. Le procès a été équitable, soit. Mais la fracture sociale est là. Mais moi, j'ai une question à poser, Voilà. si vous permettez. Oui. Moi, je vais demander à mon confrère. Oui. Est-ce que, face à des éléments d'appréciation, je pense qu'il a effectivement eu le temps de se pénétrer de la réalité de ce dossier, est-ce que face à une infraction de ce genre, si avérée, faut-il considérer plutôt la question de la fracture sociale au détriment de la loi? C'est une question que je me pose. Mais la réponse est toute simple. Oui. Le droit prime sur les considérations de fait, mais il faut tenir compte du contexte. Il ne faut pas poursuivre. Non, il y a toujours un contexte. Est-ce que c'est la première fois que des gens arrivent au pouvoir par les armes en Côte d'Ivoire? Problématique. Il y a eu la violence ici. J'ai discuté encore avec des amis du Mali. Au Mali, aucun président n'a terminé son mandat en dehors d'Alpha Oumar Konaré. Il y a toujours eu des coups d'État depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Et je ne suis même pas sûr que l'actuel président pourra terminer son mandat. Parce qu'on trouvera toujours quelque chose à reprocher aux uns ou aux autres. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ce genre de procès, nous sommes peut-être au 5e ou au 6e type de ce genre de procès. Vous voyez, je ne fais pas ici le procès de la loi. Je ne fais pas le procès de la justice. Je m'intéresse simplement au contrat social qui nous unit en Côte d'Ivoire. Vous rejoignez le président Henri Konan Bédié lorsqu'il appelle urgemment à un dialogue national inclusif en commentant ce procès? Absolument. Soro Guillaume est un partenaire du président Alassane Ouattara.
notre histoire est encore récente. Ils ont eu à faire des choses. Il en a même été le Premier ministre, il a été le président de l'Assemblée nationale. Ils ont eu à travailler ensemble. Ils ont posé des actes ensemble. Donc, s'ils ont des contradictions ensemble, ils ont présenté des faits au procès. J'ai assisté au procès, j'ai écouté les avocats, etc. Mais au final, qu'est-ce qu'on a gagné? Rien du tout, parce que dans tous les cas, la dissolution du GPS n'arrangeait rien. Voilà, la condamnation de Soro n'engageait rien. Et je peux dire à mon confrère Meïté que Soro Guio reviendra en Côte d'Ivoire, Ouattara va le recevoir, ils vont encore parler ensemble. Finalement, ce n'est pas nous, dans nos propos, qui discréditons la justice, ce sont les hommes politiques. Parce qu'ils viennent en procès, on condamne les gens, et puis après, ils se rencontrent entre eux pour nous faire comprendre qu'au nom de l'unité nationale, au nom de la réconciliation, voilà. Et ça prime sur la justice, ça? Mais non, la question de la séparation des pouvoirs. Non, ce n'est même plus la séparation des pouvoirs. Non, ils ont le droit de le faire, puisque la Constitution leur permet de gracier les gens. Voilà, c'est ça aussi le problème. Alors moi, je reviens pour dire que dans ce débat, il ne s'agit pas de dire que M. Soro Guio a voulu attenter à la sûreté de l'État, etc., etc. On peut toujours trouver des preuves quand on veut se séparer de son chien à la cuisse de la rage. Soro Guio était un partenaire de M. Ouattara. Ils ont été des partenaires de très haut niveau ici en Côte d'Ivoire. Ils pouvaient régler leurs contradictions sans passer par la justice. S'ils sont arrivés, c'est encore pour affaiblir le contrat social, affaiblir l'institution judiciaire et affaiblir l'État de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que M. Ouattara gagne aujourd'hui en condamnant Soro à perpétuité? Qu'est-ce qu'il gagne? On est plus en sécurité parce que Soro est condamné à perpétuité? Moi, je pense que le plus important, c'est de privilégier la cohésion sociale. Je ne fais pas d'analyse juridique comme le fait mon ami Meïté. Meïté, il est vraiment dans le positivisme juridique. C'est-à-dire que la justice a fait son travail, décision est faite, il faut l'appliquer. Non, moi, je vais au-delà. Je pense que le droit, sans tenir compte du contexte, affaiblit le droit. Nous sommes dans un contexte trop fragile, dans un contexte où on a besoin de cohésion. Il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on nous au moins ouvrons ensemble le chantier de la réconciliation nationale pour poser tous les problèmes pour qu'il n'y ait plus jamais de coup d'État en Côte d'Ivoire. Je pense que nous sommes des hommes et des femmes dans ce pays. Il y a des hommes et des femmes suffisamment intelligents et matures. Et moi, je fais confiance au président de la République. Je pense qu'à un moment donné, il décidera de mettre en place le processus de réconciliation nationale pour qu'on puisse baliser une bonne fois pour toutes la situation de ces gens. On va évoquer la question de la réconciliation dans cette émission. Alors, rapidement. Oui, rapidement. Vous savez, ce n'est pas une sorte de radicalisme juridique que je fais. Mais ce que je demande à nos concitoyens, je suis pour le respect de l'institution judiciaire. Je suis pour le respect des décisions de justice. Je suis pour le respect des rôles des acteurs de la justice. Je suis pour le respect de l'éthique de l'acteur de la justice, que ce soit les avocats, les juges. Et une fois que c'est fait, il a dit, et c'est bien heureux, la Constitution offre des moyens aux chefs de l'État et même aux parlementaires de créer les conditions d'une sorte de réconciliation des uns et des autres, c'est vrai. Mais cette réconciliation passe d'abord par le respect de la justice. Ce n'est pas un positivisme juridique béat, ce n'est pas que je ne suis pas pénétré des réalités d'autres contextes ivoiriens, mais je dis qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il y a eu des complots, c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des complots en 103 que toute personne peut se lever pour faire n'importe quoi cette année. Parce qu'il n'y a qu'à écouter les éléments d'appréciation de ce dossier, mais moi j'ai eu froid au dos. Ça, c'est mon avis d'observateur. Ce n'est pas l'avocat qui parle. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à cette information qui a fait l'effet d'une bombe et qui continue même d'alimenter la presse et les réseaux sociaux. C'est la requête de l'ex-président Laurent Gbagbo qui souhaite divorcer de son épouse Simone Ehivé Gbagbo. Une décision qui pourrait être lourde de conséquences politiques pour son parti. C'est ce qu'en pense Christian Bouquet. Je vous propose de l'écouter. Il est chercheur à Sciences politique Bordeaux et professeur de géographie politique à l'université de Bordeaux-Montaigne. Il est clair qu'en demandant le divorce, Laurent Gbagbo ne se simplifie pas la tâche dans son travail de reconstitution et de rassemblement du FPI, parce qu'il est en train de déclarer en quelque sorte la guerre, parce qu'un divorce qui n'est pas par consentement mutuel, et c'est le cas, un divorce c'est toujours d'une certaine manière la guerre entre un homme et une femme, et là, ce ne sont pas n'importe quel homme et quelle femme, ce sont quand même les fondateurs et les figures emblématiques du Front populaire ivoirien, donc c'est vrai que ça risque d'avoir des conséquences. Maintenant, il reste à savoir aussi quelle est l'influence réelle ou le poids réel que pèse
Simone Gbagbo, et ça c'est quelque chose que l'on ne sait pas, que l'on ne peut pas mesurer maintenant. Est-ce que ce divorce peut-il juste être d'ordre civil, matrimonial et non politique ? C'est d'ordre matrimonial, effectivement. Laurent Gbagbo veut mettre de l'ordre dans sa vie privée, c'est pour ça que dans un premier temps, je ne voyais pas tellement l'intérêt pour les analystes de se pencher sur ce qui pouvait apparaître comme un fait divers, mais dans un second temps, c'est un événement, comme vous dites, d'ordre familial et matrimonial, qui peut avoir de grosses conséquences politiques. Alors, messieurs, êtes-vous d'accord avec Christian Bouquet qui estime que ce divorce, si il est prononcé, aura des conséquences politiques ? Maître Dagbo. Écoutez, bon, vous savez, la question de Laurent Gbagbo et de Simone Gbagbo, il y a tellement d'émotions dans cette affaire qu'il est très difficile de se prononcer là-dessus. Mais ce que je peux dire déjà, c'est qu'effectivement, il y a des conséquences politiques pour le FPI lui-même, pour Gbagbo lui-même et pour Simone, pour la simple raison que, comme l'a dit Christian Bouquet, Christian Bouquet, ce sont deux figures emblématiques du Front populaire ivoirien. Et naturellement, la méthode choisie par le président Laurent Gbagbo, à mon sens, affaiblira davantage son propre camp. D'abord le FPI, parce que Simone a ses partisans au FPI, quoi qu'on dise. Simone, c'est une grande dame. Voilà, et beaucoup considèrent au niveau du FPI que c'est une humiliation pour elle et qu'ils ne sont pas prêts à l'accepter. C'est-à-dire qu'il y a une fracture naturelle au sein du Front populaire ivoirien, ça je n'en doute pas. Et puis bon, la suite, on verra bien. Voilà, parce que Simone, elle pèse au FPI, hein, contrairement à ce que les gens croient. Voilà, elle pèse au FPI. Mais bon, c'est un problème tellement à la fois privé et politique, il est très difficile de se prononcer là-dessus. Mais je vais dire que le président Gbagbo, Laurent Gbagbo, aurait pu gérer cette affaire autrement. Maître Meïté, quand on écoute un peu toutes ces réactions concernant les conséquences politiques qui pourraient toucher le FPI si ce divorce est prononcé, il y a différents scénarios qui se présentent. On voit soit Simone mener le combat à l'intérieur du parti, d'autres pensent qu'elle sortira du parti pour créer le sien. Comment est-ce que vous voyez tout ça, toute cette affaire ? Moi, je pense que mon confrère est bien placé pour répondre à cette question, parce que les autres candidats de son bord. Mais moi, personnellement, j'avoue que c'est un débat qui me dérange. Monsieur Laurent Gbagbo, c'est 76 ans. Madame Simone Gbagbo, c'est 112 ans. Mon père, elle a 71. Alors, je suis tributaire d'une culture, du respect de certains droits. Et là, je ne vais pas faillir. Culturellement, j'ai du mal à mettre mon nez dans un mariage de mes parents. Ça, c'est un point de vue culturel. Je ne peux pas commenter une question matrimoniale qui concerne plus âgé que mon père. J'ai de la décence. Alors, mais je constate quand même qu'un divorce, c'est un malheur. C'est un échec. Ma prière, c'est que tout se passe bien pour ce couple qui aura donné à la Côte d'Ivoire. Mais un divorce a forcément des conséquences. Pourquoi on ne voit seulement que le côté politique ? Parce que la Côte d'Ivoire est devenue une société politisée. Mais personne ne se pose la question sur les enfants de ce couple. Comment vivront-ils cette situation ? Leurs proches amis, comment ils vont se déterminer ? Eux-mêmes, comment ils vont pouvoir en survivre ? Voici des questions que je me pose. Mais s'agissant de deux personnalités politiques, naturellement, le divorce ne peut pas ne pas avoir de conséquences politiques. Je suis persuadé que M. Laurent Gbagbo comme Mme Simone Gbagbo peuvent jouer un rôle dans la réconciliation des fils de la Côte d'Ivoire. Mais s'ils ne sont pas en paix eux-mêmes, on risque de perdre quelque chose en temps et en heure. Mais je suis persuadé qu'il s'agissant de deux grandes personnalités, il n'y a pas de raison effectivement qu'ils ne puissent pas trouver la meilleure formule pour jouer le rôle que le Dieu leur a confié pour la Côte d'Ivoire. Et justement, Maître Dagbo, je voudrais avoir le regard du politologue que vous êtes sur la façon dont le divorce, la communication qui a été faite sur ce divorce, ça a été fait à dessein ? Écoutez, je crois que mon confrère a tout dit. Mon confrère a tout dit, je vais exactement dans le même sens que lui. Parce que, vous savez, ce genre de choses, on les garde secrets, surtout à ce niveau. Mais on les a mis comme ça, sur la place publique, ça a des conséquences naturellement. Sur les enfants, sur les proches, sur les amis, etc. C'est trop compliqué. Je pense que la sagesse habitera ces deux personnalités pour que cette affaire soit réglée dans la pure discrétion, afin que les Ivoiriens puissent, à travers eux,
revoir comment est-ce que nous envisageons la réconciliation dans notre pays. Ils ont un rôle à jouer dans ce pays. On ne peut que prier pour eux. Je ne voudrais pas faire une analyse de politique sur cette question. Elle est trop profonde. Oui, mais pour vous qui connaissez l'ex-président Laurent Gbagbo, je pense que s'il en est arrivé là, est-ce qu'on ne verrait pas dans cette action, dans cette demande, des conséquences de tout ce qui se serait passé durant la crise post-électorale? Est-ce que les 10 ans passés en dehors du pays n'ont pas permis à Laurent Gbagbo de faire un bilan de tout ce passif? Vous savez, Non. un divorce, mais un divorce a forcément une raison. Oui. Ça s'appelle le divorce. La raison du divorce, c'est le divorce. Le divorce a forcément une raison. Mais seuls les couples savent pourquoi ils vont à cet échec. Et comme il a si bien dit, vous savez, il s'agit de deux personnalités politiques qui sont même plus propriétaires d'eux-mêmes, qui ont des partisans, des fidèles, qui pensent qu'ils ont un droit sur leur vie matrimoniale. Il y a des partisans aujourd'hui de M. Laurent Gbagbo qui estiment qu'ils ont un droit de regard. Ils peuvent décider de ce qui est bon pour M. Laurent Gbagbo, même matrimonialement. Comme des gens qui estiment qu'ils ont le droit, qu'ils aiment tellement Mme Simone Gbagbo, qu'ils peuvent décider de ce qui est bon pour elle. Mais je pense que la vie matrimoniale est une vie assez sérieuse. Il faut respecter la vie privée des hommes politiques. C'est vrai, on peut faire des commentaires, on ne peut pas se garder de faire des commentaires. Même les commentaires, il faut apprendre quand même à être sérieux dans les commentaires. Absolument. Et pour répondre à votre question, à supposer même que Laurent ait fait le bilan de la crise post-électorale, mais ça, on le règle à l'intérieur du parti. C'est tout. On n'a pas besoin de mettre ça sur la place publique. Et mieux, il ne faut pas confondre les reproches politiques et puis les reproches matrimoniaux, c'est pas la même chose. Ok, alors le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo a été annoncé par ses partisans comme un signal fort pour le processus de réconciliation. Quelle devrait être la prochaine étape dès lors qu'il est rentré dans son pays? Voici ce qu'en pense Dr Gaoussou Karamoko. Il est politiste à l'université Peleforo Koulibaly de Korogo et il est interrogé par Boni Kabié. Je pense qu'on aurait pu commencer par un processus réel de rencontre entre les leaders. Malheureusement, les choses ont commencé par ce qui me paraît trop partisan. N'empêche qu'on peut déjà se réjouir du retour de M. Gbagbo. Par contre, ce que j'observe, que beaucoup n'observent pas de mon point de vue, c'est que Laurent Gbagbo a déjà commencé son processus de réconciliation. De quelle manière? Voyez-vous, M. Gbagbo est confronté à 3 énigmes. Le premier, c'est se réconcilier avec lui-même. On n'a pas suffisamment conscience, mais en fait, c'est quelqu'un qui est déchiré, qui est en rupture avec ce qu'il a toujours été. Et le deuxième défi, c'est se réconcilier à sa famille politique. Et puis le troisième, en tant qu'ancien chef d'État, la réconciliation de la nation. De mon point de vue, il a déjà commencé la première étape. Son retour à l'Église catholique n'est rien d'autre que la reconquête de soi. Même sa rupture avec Mme Simone Gbagbo rentre dans ce cadre de retrouver son équilibre qu'il avait perdu. Parce que figurez-vous que le FPI de Laurent Gbagbo, c'était 2 ailes. Laurent Gbagbo était chef de l'État, mais il était aussi le leader de l'aile modérée du FPI. Et son épouse, bien qu'elle était épouse, était aussi leader de l'aile dure du FPI. Et il y avait ce combat interne entre l'aile modérée. Et très souvent, il faut le dire, l'aile dure l'a souvent emporté. Donc, M. Gbagbo est dans une logique de se reconstruire, tant moralement, tant psychologiquement, de sorte qu'à partir de sa propre reconstruction, il puisse entamer la reconstruction de sa famille politique. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse faite par Dr Gaoussou Karamoko? Le Dr Gaoussou Karamoko se trompe. Simone n'a jamais été l'aile dure du FPI. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Simone Gbagbo est une femme méthodique, très structurée. Mais c'est une image qui lui colle à la peau. Oui, non, c'est les gens qui veulent le dire. Nous qui la connaissons, qui l'avons approchée, qui avons travaillé avec elle, non. Elle est méthodique, elle est rigoureuse. Mais Simone Gbagbo, c'est l'aile modérée, contrairement à ce que les gens disent. Voilà, donc on ne peut pas parler de Gbagbo, elle modérée, et Simone, elle dit c'est faux. Voilà. Simone Gbagbo incarne le FPI. Voilà, dans sa diversité, dans ses succès, dans ses échecs, il faut prendre les choses de cette manière. Maintenant, moi, ce que j'attends, ce que j'aimerais bien voir, c'est une rencontre entre le président Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Pour moi, ce sera le plus grand signe que les choses avancent en Côte d'Ivoire vers la réconciliation. Pour vous, c'est le prochain défi? Oui, pour moi, c'est le défi. Non, c'est même pas le prochain, c'est le défi. Voilà, c'est le défi à relever. Il faut sortir de l'émotion, il faut sortir des rancœurs, des rancunes, etc. Et puis, il faut qu'on s'asseye. Voilà. Le président Ouattara, c'est un gentleman, donc moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que lui et Gbagbo ne se rencontrent pas. Ça fait 10 ans qu'ils... Oui, mais ils peuvent se rencontrer. On ne va pas tout le temps revenir en arrière. Ils ne se sont pas parlé directement. Oui, mais ils peuvent se parler.
Ils sont tous les deux sur le territoire national. En tout cas, moi, c'est mon souhait. Maître Meïté, est-ce que les premiers mots, les premiers actes posés par Laurent Gbagbo incitent à penser qu'il est résolument tourné vers la réconciliation? Moi, j'ai encore rien vu. Et je pense que le professeur l'a dit. Penser que le président Laurent Gbagbo est en train de se réconcilier avec lui-même, peut-être bien. Mais est-ce qu'il y a des jalons qui sont posés pour une véritable participation à un processus de réconciliation en Côte d'Ivoire? Moi, je n'ai pas encore vu effectivement de signe à ce niveau. Quand je sais qu'au niveau même de son cadre conjugal, il y a une déchirure. Et quand je vais plus loin, dans le cadre de son parti politique, il y a une déchirure. Avant de rencontrer le président de la République, je pense qu'il ferait bien de rencontrer mon collègue Afin Guessa, le président du FPI. Ce sera la manière pour moi de dire qu'il s'inscrit dans un processus. Avant d'aller réconcilier le village, il faut d'abord finir avec ta propre famille. Mais au-delà de tout, je me félicite. Et je voudrais saisir l'opportunité pour rendre hommage au président de la République. Il a dit, et je suis heureux que ça vienne de lui, c'est un gentleman. Il aura prouvé qu'il est vraiment un gentleman. Parce que contrairement à ce que les gens font courir comme rumeur, faisant état de ce que c'est le président de la République qui a amené Gbagbo à la CPI, il a voulu faire condamner Gbagbo, Dieu a mis sa main sur Gbagbo, Gbagbo est revenu. Je dis non. Moi, je pense quand même qu'il faut féliciter le président Ouattara. Premièrement, d'autres politiques, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, Gbagbo ne sortirait pas vivant. Il a protégé son intégrité physique. Lui, sa femme et ses partisans. Il y en a qui n'ont pas eu la vie sauve. Et c'est regrettable. Notamment le cas de l'ancien ministre de l'Intérieur, Feu Désiré Tagro, qui n'a pas eu de chance. Mais il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui voulaient la peau de Laurent Gbagbo comme Télésimon Gbagbo. Mais le président les a défendus, les a sécurisés. En ce moment, tellement il a voulu faire la preuve de sa volonté de rétablissement de la vérité, il s'est inscrit dans ce qu'a dessiné Laurent Gbagbo lui-même depuis 2003 du moins. Parce qu'il faut rappeler que c'est M. Laurent Gbagbo lui-même en 2003 qui a donné son accord, qui a offert la possibilité à la CPI, alors que la Côte d'Ivoire n'était pas signataire du traité de Rome, venir enquêter en Côte d'Ivoire par rapport à des crises en Côte d'Ivoire. Ça vient de M. Laurent Gbagbo. Le président Ouattara a été élégant. Donc, je voudrais dire par rapport au rôle attendu de M. Laurent Gbagbo qu'il a plusieurs cartes à jouer. Il s'agit pour lui de témoigner de la reconnaissance pour le président de la République. Il lui appartient de faire la démarche fraternelle. D'abord, la démarche fraternelle, c'est son aîné. Nous sommes en Afrique. Deuxièmement, c'est le président de la République, le chef de l'État. Troisièmement, c'est une personne qui a protégé son intégrité physique. Pour moi, il appartient à M. Laurent Gbagbo de faire preuve d'humilité et d'aller vers le président de la République. Ne serait-ce que lui faire les civilités. Il aura, à tout le moins, assuré son retour, protégé son intégrité physique et aussi, il lui appartient en tant que citoyen d'avoir égard, effectivement, pour l'autorité qu'il incarne. Maître Dabo, quel est le sort réservé aux victimes dans ce processus? Et finalement, on est tenté de se demander ce qu'est la réconciliation vraie que tout le monde appelle de ses voeux. Écoutez, on ne va pas refaire le procès de la CPI. Le procès a déjà eu lieu. Voilà, on a les décisions. Je vais dans le même sens que Maître Meïté, mais peut-être que nous n'avons pas la même méthodologie. Tout à fait. Voilà, moi je pense honnêtement qu'il faut à un moment donné solder ces 30 dernières années de crise en Côte d'Ivoire, de crise politique. De telle sorte que, aussi bien les victimes que tous ceux qui ont quelque chose à reprocher, à quelque niveau que ce soit, puissent dire leur part. Pour vous, c'est le président de la République qui doit... Non, pour moi, le président de la République doit inscrire le processus de la réconciliation nationale dans un processus de politique publique. Voilà, c'est-à-dire que... C'est peut-être ce qui justifie la nomination d'un ministère de la réconciliation? Peut-être. Si ça peut y contribuer, tant mieux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, non, on ne peut pas sacrifier les victimes. Ce ne serait même pas correct, ce ne serait même pas juste de le faire. Mais la question des victimes, elle peut se régler de deux manières. Soit on retourne au tribunal et puis bon, on fait un procès encore pour indemniser les dites victimes. Soit dans le cadre d'un processus de réconciliation, on met en place une commission. Et puis, bon, on décide d'indemniser ceux qui ont perdu des choses. On décide, en tout cas d'une certaine manière, d'offrir des garanties à toutes ces victimes. Parce que ce serait vraiment injuste de les laisser comme ça sur le carreau. Il y a eu des victimes dans toutes les chapelles politiques. Il va falloir qu'à un certain moment, on se parle, on se regarde droit dans les yeux. Il y a eu des exemples en Afrique du Sud, au Rwanda, etc. La Côte d'Ivoire pourrait s'en inspirer. Mais je suis d'avis avec lui que dans tous les cas, il ne faut pas poser de préalable dans la réconciliation. Moi, je pense que si l'agenda du chef de l'État le permet,
Il n'y a pas de raison que si Laurent Gbagbo le sollicite, qu'il ne le reçoive pas. Je ne crois pas. Voilà pourquoi je dis que aujourd'hui les cartes sont là. Il faut les jouer. Qui doit prendre l'initiative de cette rencontre, selon vous? J'avoue que il y a quand même beaucoup d'intermédiaires dans la société civile. Il y a les religieux, il y a les rois chefs traditionnels pour baliser un peu l'affaire. À mon sens, c'est d'abord une volonté du président de la République. C'est à lui de construire le contrat social, c'est à lui d'organiser le cadre juridique et méthodologique de cette réconciliation. Maintenant, si, comme l'a dit Maître Meïté, si on veut tenir compte des valeurs africaines, c'est l'aîné de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo vient d'arriver, il peut demander à rencontrer le chef de l'État. Moi, ça ne me dérangerait pas que ça vienne de Laurent Gbagbo ou du président de la République. Le plus important, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la rencontre. Voilà, c'est tout. Bien, vous suivez Regard croisé sur l'actualité, votre émission de rétrospective de l'actualité de la semaine, commentée par nos deux invités. Et cette semaine également, il y a eu le lancement de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, lundi dernier à Abidjan, un organe qui vise à définir une stratégie commune en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao des deux pays. Junior Cardin y était pour Radio de la Paix. Voici son compte-rendu. La réunion de ce lundi est la première du comité de pilotage qui représente l'organe suprême de l'institution Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, ICCIG. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani en explique le contenu. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana sera pour nos deux pays un cadre d'échange qui permettra de coordonner de façon conjointe une politique cacaoyère aux fins de promouvoir et surtout de défendre les intérêts collectifs sur le marché international ainsi que dans les forats internationaux. Le comité de pilotage est dirigé par le ministre de l'Agriculture du Ghana, Owusu Akoto, pour une durée de 1 an. L'Ivoirien Alex Assanvo en est le secrétaire exécutif. Il promet l'intransigeance dans le traitement des dossiers. Nous devons sortir les producteurs de cacao de la pauvreté et réussir le pari de la cacaoculture durable. Et nous serons intransigeants. Au-delà de la question de prix, nous allons travailler pour trouver des débouchés pour notre cacao. Regarder les valeurs nutritives et additionnelles de cette matière première et répondre aux attentes du consommateur moderne qui est de plus en plus exigeant. Tous les textes sont finalement adoptés, Kobena Kwasi Adjoumani. Avec l'adoption des textes et la nomination du secrétaire exécutif, nous pouvons dire qu'à partir d'aujourd'hui, l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana est fonctionnelle. Kobena Kwasi Adjoumani a invité l'ensemble des pays africains producteurs de cacao à adhérer à cette organisation afin d'influencer davantage le marché mondial du cacao au profit des producteurs. Alors, messieurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana qui représentent à eux deux près de la moitié de la production mondiale peinent à influencer sur le prix du cacao sur le marché international et en bourse. C'est quoi le problème à votre avis? Qu'est-ce qui coince? C'est l'industrialisation. Sur le marché international, il faut envoyer des produits qui ont une valeur ajoutée certaine. Il appartient aux Africains, aux Ivoiriens, Côte d'Ivoire, Ghana, de transformer le cacao. On ne peut pas continuer à vendre le cacao en vrac. Ce n'est pas possible, vous ne gagnerez pas. Et mieux, comment voulez-vous qu'un petit pays comme la Suisse, qui ne sait même pas comment on produit le cacao, tire pratiquement 80% de ses ressources du chocolat? Il nous appartient de tirer les leçons des 60 dernières années de l'indépendance pour dire que la voie, c'est l'industrialisation. C'est vrai, le ministre l'a dit, Adjoumani tout à l'heure, que les textes sont prêts, on a nommé un secrétaire général, mais c'est insuffisant. Il faut industrialiser, il faut créer une école de transformation du cacao dans tous les pays producteurs. Si nous ne transformons pas, nous resterons toujours comme en 1960, on sera toujours dominé par le marché. Pour moi, la clé pour peser sur le prix du cacao à l'international, c'est déjà de le transformer sur place et puis nous aussi de le consommer, parce que le cacao est absent. La preuve, nous sommes assis ici en train de discuter, premier producteur mondial, il n'y a pas de chocolat. Il y a du café. Il y a du café. Maître Meïté. Je suis vraiment d'accord avec lui, mais moi je pense que la question du cacao, ça demande une bonne réflexion. Vous savez que cette matière première est otage de la guerre des intérêts. La guerre des intérêts, l'influence des multinationales qui sont soutenues par leurs États. Je suis plus heureux parce qu'il s'agit effectivement du Ghana. Vous savez, nous n'avons pas la même tradition. Nous avons une tradition française et une tradition effectivement anglaise. Là-bas, c'est beaucoup plus flexible qu'en Côte d'Ivoire. Et je pense que le fait que ces deux États se mettent ensemble nous donnera l'occasion de pouvoir effectivement dire non quand il le faut parce qu'on n'est plus seul. Le Ghana, à son niveau, pourra dire non parce qu'il n'est pas seul. Je pense que la mutualisation des forces, des moyens, des intelligences
peut conduire à ce qu'a dit mon excellent confrère, à savoir industrialiser le domaine, le champ du cacao et même du café. La Côte d'Ivoire et le Ghana, comme vous l'avez dit, la production de ces deux pays constitue la production la plus importante. En mutualisant donc ces productions, pensez au sort des producteurs, leur donner les moyens de mécaniser l'agriculture à leur niveau. Je pense que la Côte d'Ivoire n'aura rien à envier aux autres pays, notamment comme le Ghana. Mais la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont heurtés aux industriels, aux chocolatiers, lorsqu'ils ont proposé le mécanisme du différentiel de revenus décent, le DRD, comme moyen pour permettre aux producteurs de voir le prix du cacao être revalorisé. Ils se sont tournés vers d'autres pays africains, producteurs de cacao. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, je veux dire qu'effectivement que c'est la guerre des intérêts. L'influence des multinationales. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana, ça ne va pas s'arrêter là. Il faut étendre le champ. Il faut s'imposer à ces prédateurs, parce que quand ils ont la Côte d'Ivoire, ils peuvent ignorer le Ghana. Quand ils ont le Ghana, ils peuvent ignorer la Côte d'Ivoire. Mais si tous les pays producteurs de cacao se mettent ensemble, ils n'auront pas d'autre choix parce qu'ils ont payé notre cacao. Et puis il y a des expériences en Afrique. Par exemple, prenons le cas de la production du diamant. Le Botswana est arrivé à faire revenir toutes les multinationales du diamant sur place au Botswana. C'est une question de stratégie. Oui. Mais on ne peut pas mettre la stratégie sur la place publique. Pourquoi on ne demande pas, par exemple, aux chocolatiers, aux industriels, d'installer des usines en Côte d'Ivoire? Vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Mais ce sont des intérêts qui sont en jeu. Une stratégie, ça se conçoit de façon endogène et puis on la met en pratique. On ne peut pas tout mettre sur la place publique. Prenons le cas du Sénégal, qui est un très bel exemple. Quand on a découvert le pétrole au Sénégal, la première chose, le premier acte du président Macky Sall, c'est de créer une école pétrolière qui analyse le pétrole sur le plan de la production, sur le plan juridique, comment rédiger le contrat, et à tous les niveaux. Il nous faut aujourd'hui en Côte d'Ivoire la formation. Voilà. Justement, ce serait une très bonne chose dans mon sens. Vous m'étendez la perche pour qu'on puisse parler de l'école avec les résultats du CEPE pour l'année académique 2020-2021 qui ont été rendus publics mardi dernier avec un taux national de réussite de 52,51%. Et selon la directrice des examens et concours, ce taux est en baisse de 42,80% par rapport à l'an dernier où l'on a enregistré 95,31% de taux de réussite. Là-dessus, je vous propose d'écouter Mariam Dousso Nimaga. Sur les 545 689 candidats effectivement présents dans les 2367 centres de composition ouverts, 286 534 ont été déclarés admis, soit un taux national d'admission au CEP de 52,51% pour cette session 2021 contre 95,31% en 2020. Rappelons toutefois que l'année dernière, la pandémie de la maladie à Covid-19 n'a pas permis la tenue des épreuves écrites de l'évaluation finale. L'admission au CEP a donc été prononcée sur la base des notes de contrôle continu. Alors, messieurs, ces résultats reflètent-ils le niveau de nos enfants? Écoutez, ça, c'est une question très sensible. Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, l'école a toujours été une priorité. On ne peut qu'encourager le gouvernement, les enseignants, etc., pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour qu'on puisse avoir une génération bien formée. Refléter le niveau, mais le contexte n'est pas le même. Et la dame vient de l'expliquer. L'année dernière, il y avait eu la Covid-19, donc les enfants ont été évalués sur la base de leur contrôle continu en classe. Bon, cette année, ils sont allés à l'écrit. Bon, voilà, attendons dans les 2-3 prochaines années, on pourra faire un bilan. Mais pour l'heure, je pense que le gouvernement a pris de très bonnes initiatives pour booster un peu plus l'école. Il faut encourager cela. Mais juste un peu plus de 50% d'élèves admis, ne serait-ce qu'au CP, il y a problème quelque part. Est-ce que vous pensez que le critère d'évaluation, c'est le taux de réussite? 52% de réussite dans ce contexte de la Covid-19, où les enfants avaient arrêté d'aller à l'école. Il y avait l'école télévisée à un moment donné. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Ça, c'était l'année dernière. C'est pas cette année. Mais ça c'est suite. Ça c'est suite quand vous avez un enfant qui est au CP1, qui a passé 4 mois, 5 mois, 6 mois sans aller à l'école, qui est allé à l'école peut-être un mois, qui est resté à la maison. On lui dit d'accord, il faut suivre les cours à la télévision. C'est même pas évident qu'il ait une télévision dans son village. C'est un exemple. Mais quand il va au CP2 avec ce résultat, ou bien il est au CM1, quand il va au CM2 avec ce résultat, qu'est-ce que vous attendez? Pour moi, avec la nomination d'un enseignant de carrière, notamment Mme Mariétou Koné, avec les dispositions qu'elle est en train de prendre, sa foi et sa ferme volonté de rehausser l'école,
pour moi, il faut rester positif. Elle a annoncé des états généraux qu'on attend. Oui, et quand même, c'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est confrontée à une crise de modèle. C'est une réalité. Et quand je me souviens qu'à son temps, quand j'étais à l'école primaire, et je l'ai dit une fois à l'ancien ministre de la Santé qui est au Parlement, comment il s'appelle, Alphonse Didier m'a dit. Il disait comme ça, mais j'écrivais votre nom dans mon cahier de leçons. Ministre de la Santé publique de la population, j'écrivais votre nom dans mon cahier de leçons. Je suis heureux de savoir effectivement que vous êtes là encore pendant que je viens au Parlement. Pour dire que nous, on les avait pour modèle. Moi, j'ai étudié devenir avocat. Le premier avocat que je connus, c'est-à-dire que je connus dans les livres, c'était la vie de M. Camille Ali Ali. On me dit qu'il était avocat, il est venu de la France, il a été ministre délégué aux Affaires étrangères, après ministre de la Justice. Mais on se créait des modèles. Mais aujourd'hui, avec tout ce que la Côte d'Ivoire a connu, la Côte d'Ivoire est confrontée à une véritable crise de modèles. Et je pense qu'il faut révaloriser l'école, donner aux enfants de nouveaux modèles. Ce n'est pas forcément des chanteurs, des DJ, vous voyez. Parce que dans une classe, nous avons des cadres de banque, des présidents de la République, des footballeurs, nous avons aussi des menuisiers. Donc il faut aujourd'hui créer une école professionnelle. Il faut orienter les enfants vers des repères qu'ils aiment, mais aussi leur suggérer de bons repères. Parce que c'est sur les cadres de demain. Avec ce résultat, c'est un pas, et je pense qu'on peut faire mieux les années à venir. Alors, nous allons allègrement vers la fin de cette émission, mais je voudrais que vous commentiez brièvement et rapidement ces actualités sans illustration sonore. Le procureur de la République, Richard Adou-Christophe, annonce des poursuites contre l'avatar Chris Yapi. C'est son droit, c'est le procureur. Parce que Chris Yapi, il est trop présent sur les réseaux sociaux, il semble avoir des informations. Écoutez, pour la cohésion sociale, il n'y a pas de raison que le procureur ne s'en intéresse pas. Je pense que le procureur même doit faire plus parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un monde virtuel. Il faut rééduquer le citoyen dans la conduite dans ce monde virtuel. Tout le monde raconte n'importe quoi, tout le monde détient des informations. Il y a des juges sur les réseaux sociaux, il y a des avocats sur les réseaux sociaux. Jamais qu'ils se permettent effectivement de commenter des décisions de justice, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Oubliant qu'il s'agit de domaine de techniciens, que n'importe qui ne dit pas n'importe quoi. Et je pense que le procureur de la République doit prendre son bâton de pèlerin, sensibiliser, mais aussi poursuivre pour que ces personnes-là puissent répondre effectivement devant la loi. Alors, on a appris ce matin qu'il y a 4 directeurs de sociétés d'État qui ont été suspendus en attendant de voir un peu plus clair dans leur gestion, notamment la RTCI, l'AGEF, l'AGEDI. Mais le président de la République l'a annoncé. Moi, avec l'avènement, j'étais l'un des citoyens les plus heureux avec l'avènement du ministère de la lutte contre la corruption. J'ai été heureux d'entendre le président déclarer au cours de son adresse à la nation que ce sera sans pitié pour la corruption. Et je pense aujourd'hui qu'il faut mettre l'Ivoirien au pas. Parce que certains de nos jeunes frères pensent qu'on ne peut rien obtenir sans corruption. Pour devenir policier, il faut avoir un frère, il faut avoir un oncle pour te faire une passe. Mais c'est dans la conscience des gens. Mais aujourd'hui, des gens qui ont du talent se censurent eux-mêmes. Pour la petite histoire, quand j'ai été élu député, il y a un de mes parents qui est venu me voir. Il avait son fils, un garçon brillant, qui était en licence de droit, donc il voulait passer le concours de police. Et comme je suis de Kani, donc de la région de Feu Ahmed Bakayoko, qui était en ce moment ministre de l'Intérieur, il pensait que je pouvais effectivement avoir accès à Ahmed Bakayoko pour que son fils puisse réussir l'examen. Il est venu au cabinet, donc je l'ai reçu. Je lui ai expliqué que non, je ne connais pas Ahmed, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit non. Il a laissé 2 millions. Il s'est fâché, il est parti. Il a masqué, c'était prendre l'argent. Il dit au petit, viens au cabinet, on va travailler. Il a cherché les anciennes épreuves. On a travaillé tout le temps au cabinet. Les vendredis, il passait, on travaillait. Figurez-vous. Ce petit, il a été admis au concours de police. Et quand son père est venu, il est venu chercher son 2 millions avec la secrétaire. Mais son père était convaincu que j'avais vu Ahmed Bakayoko. Vous voyez, on a un seul complexe. Le jeune lieutenant, dans un corps constitué, voici son immeuble. D'accord ? Le professeur qui allait à l'université, il est à Bobo. Il n'a pas de maison. Donc, lui, quand il finit ses études, pourquoi tu veux qu'il n'aille pas au trésor, aux impôts, à la douane et tout ça ? Je pense qu'il faut aujourd'hui mettre les Ivoiriens devant les responsabilités. Donner à chacun ce qu'il mérite. Il faut payer ceux qui doivent être payés. Il faut sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés. Et encourager ceux qui doivent être encouragés. Donc, je pense que ça, c'est un début. Moi, j'ai confiance. J'ai toute confiance au président de la République, à sa volonté de laisser un État fort, des institutions fortes, avec des citoyens responsables.
Bien, messieurs, merci. C'est la fin de ce numéro de Regard croisé sur l'actualité qui recevait Maître Dagbo Pierre, professeur de droit et de sciences politiques, et Maître Abdoulaye Ben Meïté, avocat et député RHDP de Kani. J'ai bénéficié de la réalisation technique d'Antoine Kouassi. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Regard croisé sur l'actualité. Ousmane Kanté. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.